Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle édition du Cercle de presse du Saguenay. Mon nom est Denis Villeneuve et cette semaine, nous recevons deux invités qui sont liés à l'Institut pour l'histoire de l'aluminium en Amérique du Nord. Nous recevons M. Lucien Gendron, qui en est le président, ainsi que Mme Patricia Maltais, qui est assistante de recherche à l'Institut pour l'histoire de l'aluminium en Amérique du Nord et qui est doctorante dans le domaine donc, de l'histoire de l'aluminium. Alors, comme c'est notre habitude, on va y aller avec une présentation de chacun de nos invités. Peut-être Mme Maltais pourrait débuter pour nous expliquer ce qu'est l'Institut pour l'histoire de l'aluminium en Amérique du Nord, les travaux qui sont menés actuellement. OK. Donc, dans le fond, nous, dans l'Institut, c'est surtout un projet de recherche scientifique. Donc, dans le fond, moi, je travaille en collaboration avec le professeur Pierre Deschênes sur les pratiques de gestion. Donc, nous, on tente de voir quelles sont les pratiques de gestion, quelles sont les manières de faire chez Alcan. Donc, c'est une étude historique. On débute aux années 1937 jusqu'à 2007 pour comprendre qu'est-ce que les gens ont vécu. Donc, nous, jusqu'à présent, on a fait 37 entrevues de dirigeants patronaux et de dirigeants syndicaux, donc qui nous livrent leurs pratiques de gestion, autrement dit, leurs habitudes, leurs activités chez Alcan, pour tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette entreprise. Donc, d'une manière globale, on a cinq thématiques, donc 5 champs de recherche sur lesquels on travaille. Donc, la santé et sécurité au travail, on essaie de comprendre les pratiques au niveau de cet aspect. On travaille aussi sur les projets de changement technologique, donc quels ont été les changements technologiques pendant toute cette période, quelles ont été les actions humaines, qu'est-ce que les gens ont fait pour travailler sur cet aspect. On travaille également, troisième thématique, sur la formation des cadres, la formation des employés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau, comment ont évolué les méthodes de travail. Quatrième sujet, les relations publiques. Donc, dans le fond, qu'on a un petit peu approfondi dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, j'ai approfondi cet aspect des relations publiques, donc notamment en interviewant M. Patrick Riche, qui a été important chez Alcan. Puis, pour faire bref, donc actuellement, mon doctorat en développement régional porte sur les relations de travail, donc les relations de travail syndicales patronales, dans lequel on a interviewé aussi des acteurs régionaux, donc au niveau syndical et également au niveau patronal. Donc, on tente de comprendre quelles ont été les stratégies, quelles ont été les pratiques de gestion, les manières de faire au niveau des relations de travail, notamment au niveau des conventions collectives, au niveau des grèves, au niveau des périodes de concertation, des périodes d'affrontement comme les grèves, les lock-outs. Donc, globalement, c'est un projet de recherche historique pour comprendre qu'est-ce que les bâtisseurs au niveau d'Alcan ont fait dans la région, surtout au niveau, là, vraiment, on se penche sur Alcan. Donc, globalement, c'est le projet de recherche scientifique. Là, je vous ai davantage parlé de la partie scientifique. Évidemment, on fait aussi des communications, on fait des publications, puis on tente de recruter d'autres étudiants pour participer à notre projet de recherche. Donc, de manière globale, là, ça explique vraiment, je vous ai parlé davantage de la portion scientifique de l'Institut. Est-ce que les travaux de recherche que vous menez sont très avancés? Est-ce qu'il y a déjà un canevas de recherche? Est-ce qu'il y a déjà des pistes de l'histoire que vous avez pu retracer? C'est sûr que c'est au début. On a commencé en 2012, puis on est vraiment au début des recherches, mais on a tout de même, on a fait la cueillette de données, je vous dirais. On a tout de même 35 entrevues de dirigeants patronaux syndicaux. On a des publications aussi qu'on a fait dans les cahiers de l'histoire et dans la revue française. On a fait beaucoup de conférences, communications de point de vue scientifique aussi. Mais je vous dirais qu'on est au début, là, c'est vraiment au début des recherches. On en a pour encore plusieurs années là, pour pouvoir tirer des conclusions plus avancées. M. Gendron, la parole est à vous. Oui, merci, M. Villeneuve. Je vais en profiter pour faire la mise au point suivante là, concernant le dossier de l'Institut d'histoire d'aluminium. La semaine passée, est sorti dans les journaux quelque chose au sujet d'un projet qu'il y avait à Arvida, un projet de doter la ville d'un musée. Et ce projet a été piloté par ce qu'on appelle le CPA, le Centre patrimonial d'Arvida. Et ça a entraîné une certaine confusion avec l'Institut d'histoire d'aluminium. Cette semaine, je me suis fait arrêter à quelques reprises en disant « Vous mettez fin aux activités de l'Institut ». Pas du tout. C'est deux entités complètement différentes. On a travaillé avec les gens du CPA, ça va de soi. Mais le CPA était dédié à un projet particulier qui était celui de l'édification d'un musée de l'aluminium à Arvida. Alors, ce projet-là particulier du CPA,
il est terminé. On a mis fin à ce projet-là. Mais les activités de l'Institut d'histoire se poursuivent, comme l'a dit Mme Patricia à côté. Et j'en profite également ce matin pour dire, bien sûr, c'est ma carte de visite là, de venir vous rencontrer. Mais si vous avez des questions autres qui portent sur autres sujets que l'Institut d'histoire d'aluminium, pour autant que je puisse y répondre, ça va me faire plaisir de le faire. Merci. Vous expliquez peut-être ce qu'est l'Institut, par qui c'est financé? Bon, l'Institut, c'est un projet qui a pris naissance au début des années 2010. On avait fait une demande de subvention avec l'Institut d'histoire d'aluminium de France. Et le gouvernement du Québec et le gouvernement français avaient mis de l'avant un appel d'offres pour financer des projets de recherche d'institutions conjointes. Alors, il va de soi que nous, l'aluminium, c'est un domaine que la France a une vaste histoire également, que le Québec, et on avait soumissionné pour obtenir une subvention de recherche de la part du gouvernement français et du gouvernement du Québec. On a été choisis. Il y a eu à l'époque au-delà d'une centaine de demandes. On en a retenu 7, dont notre projet. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Bien sûr, par la suite, la Fondation de l'Université du Québec à Chicoutimi nous a donné un coup de main, la Société historique, le CQRDA, pour assurer une partie du financement. Et là, on est en demande auprès des autorités fédérales, des Archives nationales du Canada pour assurer le suivi du projet. On devrait avoir une réponse là, dans les jours qui suivent. On parle de subventions importantes? On parle des Archives nationales du Canada. On parle d'une subvention de 100 000 $, mais qui couvre des activités qu'on fait avec la Société historique. Je vois M. Laflamme qui est ici. Il faut dire qu'on a reçu, on parle du traitement des archives du syndicat des employés d'Alcan à Arvida, qui est une partie importante de nos travaux. Et si on réussit éventuellement à tout combler la partie archivistique de l'aluminium avec Alcan, tant la partie patronale, si on me permet l'expression, que la partie syndicale, on risque de devenir le centre d'archives. La Société historique pourrait devenir le plus grand centre d'archives industrielles au Québec parce que déjà, la Société historique dispose des archives de presse et des archives extrêmement significatives. Et on a un bijou entre les mains et on essaie de l'exploiter le mieux possible. Et là, on parle d'études. Madame est la première doctorante, mais là, on parle de données qui permettrait, par exemple, à une multitude d'étudiants d'intervenir dans différents domaines. Qu'on pense simplement, par exemple, à la question de... Voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Le plan d'urbanisme. Arvida est peut-être la seule ville au Québec qui a été construite avec un plan d'urbanisme. Alors, imaginons si on est capable d'avoir toutes les archives, etc. Ça devient un répertoire exclusif et inouï pour des étudiants en urbanisme qui peuvent venir voir la différence, faire des études comparatives entre une ville qui s'est développée sans plan et par rapport à une ville qui s'est développée avec un plan, etc., etc. Alors, il y a une multitude de choses possibles. On me dit en plus que les archives de presse, sans être un spécialiste, que Price, c'est toute l'histoire de la région, finalement, hein? La répartition du territoire, la construction des barrages, etc. Et ceci est documenté à la Société historique. Donc, il y a un bijou entre nos mains qu'on essaiera d'exploiter le mieux possible. Merci. Donc, on passe à la période des questions. On va y aller avec peut-être l'ancienneté, M. Tremblay, avec M. Jean Laflamme. M. Gendron, vous avez ouvert une porte tantôt concernant les archives. Lors du dernier déluge, oui, j'ai vu l'importance des procureurs montréalais qui sont venus fouiller aux archives de la Société historique du Saguenay pendant des mois et des mois pour essayer de connaître le rôle des problèmes. Ils ont vraiment un fonds extraordinaire, le Price. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question, M. Gendron, si vous allez essayer de me répondre. Comment ça va vos relations avec l'obtention des archives d'Alcan? Ah, c'est de... Parce que le problème actuellement, c'est qu'on semble il y a du tiraillage ou... Bien, il y a un problème de tiraillage. Il y a surtout un problème de précision. Hein? Alcan, avant de mettre ses archives disponibles comme ça, des fois, ça concerne des individus, ça concerne l'histoire d'une compagnie. Alors, quand je dis qu'il y a des problèmes de compréhension mutuelle, il va falloir établir des protocoles, des codes d'éthique d'utilisation de ces archives-là.
Et on est en train de discuter avec les autorités de Rio Tinto de ces problématiques d'établir des codes d'éthique, d'établir des codes d'utilisation pour préserver, si on veut, les secrets industriels, préserver aussi le caractère personnel de certains renseignements qui se trouvent dans ces archives-là. Il y a une crainte parce que on ne peut pas rendre ça disponible sans avoir ce genre de guide d'utilisation, et on est en train de voir à l'élaboration de ce guide-là. Prochaine question, M. Louis Tremblay du Quotidien. Tinto est sensible à toute cette question-là de l'éthique. C'est-tu parce qu'ils ont des squelettes dans le placard? Non, mais qui ne voudraient pas que la région soit au courant d'entente avec l'État faite derrière des portes closes, hein, bail de la Périmoncord, des choses comme ça. C'est ça qui est nerveux? Non, je n'ai pas senti ça, moi. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas senti ça. J'ai senti beaucoup plus une question de s'assurer que ces archives-là vont être traitées correctement, traitées d'une façon scientifique et qui vont vraiment décrire l'historique de l'évolution de cette société-là qui s'appelle Alcan, maintenant qui s'appelle Rio Tinto, à l'intérieur du Saguenay. J'ai plutôt senti cette préoccupation-là que celle que vous évoquez, que je dois dire certains individus ont évoquée aussi. Prochaine question. Oui, Louis. La question, M. Gendron, l'histoire, c'est tout ce qui risque de rester de l'aluminium dans la région avec J'ai l'impression que la région, je vous pose la question parce que vous avez été mêlé à ça, j'ai l'impression que la région a manqué le rendez-vous avec tout le volet de la transformation de l'aluminium. Je sais que ça sort un peu du... Non, ça ne sort pas, ça me fait plaisir d'y répondre. Je vous aurais dit, posez-moi là la question. C'est vrai puis c'est pas vrai. Parce que, comme vous le dites, moi, j'ai assisté à toutes les discussions relativement à la transformation de l'aluminium depuis le début. Hein. L'histoire démarre fin des années 70, lorsqu'Alcan, à l'époque, a mentionné que dans ses intentions de transférer le centre de recherche d'Arvida à Kingston. Et c'est là que la région a commencé à s'impliquer. Et il y a eu le célèbre sommet de 84 où Alcan est venu dire « Nous ne serons plus le pourvoyeur d'emplois que nous avons déjà été dans la région du Saguenay ». Et là, la région a décidé de se prendre en main et de dire « Qu'est-ce qu'on fait? On a 11 000 emplois. Si on regarde ça avec le virage technologique, etc., on va arriver à 4 000 emplois. » Et là, on a commencé à se préoccuper de ce volet de transformation. Regardons le chemin qu'on a fait, là, parce qu'aujourd'hui, là, ça fait 2-3 fois que j'assiste à des discussions là, ou des constats qui me font dresser les cheveux sur la tête. Regardons le chemin qu'on a fait depuis 1984. On a développé, depuis 1984, une des branches les plus importantes en ce qui concerne le volet équipementier au Québec. Nos équipementiers sont parmi les plus performants. Puis je vous rappelle qu'en 1984, il n'y avait rien, là, absolument rien, pas de transformation, rien. L'université a commencé à se doter de chaires industrielles. On est devenu l'université la plus performante en aluminium au Canada. Ça a monté de 84 à 99. Je vous rappelle qu'avec le centre de recherche d'Arvida d'Alcan, qui est le plus grand centre de recherche privé au Québec, avec les chaires industrielles, on est allé chercher le CNRC au gouvernement fédéral en 99. Encore, on a ajouté ce répertoire-là de sorte qu'on est venu l'équipe la plus significative dans le domaine de l'aluminium, y compris la production et transformation qui existait au Canada. On a développé des industries de transformation de l'aluminium. On ne cite pas assez souvent les exploits qui ont été faits par nos entrepreneurs. Quand je dis on ne le cite pas assez, moi, il me vient toujours à l'esprit le cas de SIC de Vinci. SIC de Vinci, là, pour votre information, là, on ne se le dit pas assez souvent qu'ils ont été bons. Hein? Les bicycles libre-service, là, à Boston, c'est SIC de Vinci. À New York, c'est SIC de Vinci. À Londres, c'est SIC de Vinci. En Australie, c'est SIC de Vinci. En 1984, là, si on avait parlé de transformation d'aluminium, puis on aurait dit, nous autres, là, notre objectif, c'est de faire les bicycles libre-service pour l'ensemble de la planète, puis on va réussir en moins de 20 ans. Tout le monde aurait dit, allez vous faire cuire un œuf. C'est impossible, mais pourtant, on l'a fait. Il y a M. Poulin qui est ici, là, qui a fait la plus grande passerelle en aluminium au monde, la plus longue, là, à Chandler. On ne se dit pas assez souvent nos réalisations qu'on a faites en transformation. Et là, je ne parle pas de Barabas dans la passion, là, je parle d'hier. Ces réussites-là.
Je parle d'hier. Là, on a un temps d'arrêt. Bon, qu'est-ce que... Je parlais avec Denis Villeneuve, votre président, la semaine passée. C'est pas sorcier, les formules. Là. Pourquoi ça a marché en 84? Parce qu'il y a 3-4 leaders de la région qui ont décidé de prendre le dossier en main et d'être solidaires. Quand je dis 3-4 leaders, vous aviez à l'époque le ministre qui a dit « Moi, je vais être le porte-parole ou le porteur de ballon auprès des autorités gouvernementales », qui était Marc-André Bédard. Vous aviez le recteur de l'époque, qui était Alphonse Riverain, qui a dit « Oui, nous autres, l'université, il faut s'occuper de ça, ça n'a pas de maudit bon sens. On vit dans l'aluminium. » Vous aviez le milieu régional avec le CRCD qui ont dit « Oui, il faut y aller, etc. » Donc, remettez cette solidarité-là entre 3-4 grands leaders, puis remettez tout ça en disant « Hey, l'aluminium, là, c'est notre vie, là. Hein? » Bien, vous allez repartir exactement, là. Ce qu'on a vécu de 84 à 2010, vous allez repartir ça exactement avec les mêmes résultats. Je vous rappelle simplement que le CQRDA, en 20 ans, on a piloté 788 projets de recherche dont la majorité ont eu un impact sur le volet commercial. Hein? C'est du matériel, ça. 788 projets de recherche. Ah, et puis, ça s'est fait, là. Alors, quand le monde me dit on a manqué le bateau, on a peut-être à faire un temps d'arrêt, à se regarder, puis à dire comment est-ce qu'on repart l'affaire. Mais quand vous parlez de temps d'arrêt, M. Gendron, bon, on voit là, que le gouvernement du Québec a tenté d'élargir la grappe industrielle, transformation de l'aluminium. Il n'a pas tenté d'élargir, il a pris un grappe et il l'a envoyé à Montréal. Bon. Et moi, ce que je déplore là-dedans, là, c'est que la région n'a pas dit un mot. Pas un mot. On a laissé faire ça, là. Mais avez-vous des exemples? Parce qu'on dit, bon, c'est parti à Montréal. Qu'est-ce qui est parti à Montréal? Bien, à l'U-Québec, là, à ma connaissance, c'est à Montréal, ça. Et à l'U-Québec, c'est le principal instrument que le gouvernement du Québec a mis sur pied pour assurer sa politique de développement scientifique. À ma connaissance, là. Hein? À l'U-Québec, quand j'ai assisté aux discussions en 2012, là, on disait il faut qu'à l'U-Québec, l'objectif, c'est de doubler la transformation d'aluminium au Québec d'ici 10 ans. C'est de regrouper autour d'une même table les plus grands, les producteurs et les plus grands utilisateurs. C'est d'abord de favoriser la diffusion scientifique. Ça va être de s'assurer que l'aluminium est connu partout. Ça fait 5 ans, là, c'est parti. 5 ans, là. Y a-tu quelqu'un dans la salle là, qui a téléphoné à l'U-Québec pour dire on peut-tu avoir le résultat au bout de 5 ans? Vous êtes rendu où au bout de 5 ans? Hein? Quand la Croix-Rouge fait une campagne de don de sang, là, on a tout un grand thermomètre, là. Hein? C'est les coins de rue les plus circulés. Là. Puis là, ils nous disent 40 de l'objectif atteint. Oh, 2 semaines plus tard, 60 Il est où le thermomètre de l'U-Québec? Hein? Il est où, là, le thermomètre, là? Bon. Alors, quand on arrive, il y a des gens qui, à l'époque, pour répondre encore à monsieur, il y a des gens qui ont fait le constat, il y a une dizaine d'années, que la région était incapable de faire à l'U-Québec. C'est grave, ça. C'est grave, là, de dire qu'une région comme la nôtre, s'il avait fallu faire ça, pensez-vous qu'on aurait une université comme ça aujourd'hui? Si on avait fait ces constats-là, pensez-vous qu'on aurait le CNRC? Moi, me faire dire que je suis pas capable, là. Tu sais, dans la vie, là, tu choisis, choisir volontairement qu'on va être dans la East Coast au hockey, là. Bien, t'es toujours dans l'autobus en arrière, puis dans un petit chemin de campagne. C'est ça notre objectif de vie. On a un problème. J'ai une question, M. Laval-Gagnon. Justement, sur ce plan-là, quand on regarde avec un œil extérieur, toute cette histoire-là, il y a l'action du CQRDA qui faisait la recherche et toutes ces questions-là. D'autre part, il y avait la Société de la Vallée de l'Aluminium qui était là sur le plan de développement industriel et tout ça. Et après 10, 15 ans, 20 ans, on se rend compte que les résultats sont... On arrive à l'U-Québec, là. Jean-Marc Crevier, il n'y a pas longtemps, disait que, avec une vision un peu critique, disait qu'on n'a pas réussi à développer une cohésion dans les forces régionales.
Et ça nous a coûté peut-être ce genre de décision-là. Vous qui avez vécu de l'intérieur un peu toutes ces choses-là, la relation entre la Société de développement de la vallée de l'aluminium puis le CQRDA, on a eu de la difficulté à cerner comment ça s'articulait, la collaboration, puis on se demande même si elle s'est réalisée. Ça a très bien été. Ah, très, très, très bien été. Moi, je nuance les propos de M. Il ne faut pas oublier que la Société de la vallée de l'aluminium a été mise sur pied au départ pour être une entité qui attirerait les entreprises de l'extérieur à venir s'établir au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? C'était le premier but, ça, de la Société de la vallée de l'aluminium. Par la suite, ça s'est développé quand le gouvernement du Québec a sorti les créneaux d'excellence, etc. On a demandé à la SVA de s'en occuper pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on ne pouvait pas le faire avec le CQRDA. Nous avions une vocation nationale et provinciale. OK? Alors, les relations entre la SVA et le CQRDA, c'est très bien. Le hic qu'il y a eu, c'est que tu ne peux pas avoir de brisure là-dedans. Quand je dis en 84, qu'est-ce qui faisait que ça marchait en 84? Quand tu as le recteur, tu as le vice-président d'Alcan, puis tu as le ministre, puis tu as le CRCD, tu n'as pas de brisure. Tu n'as pas. Tout le monde est condamné à travailler au bien-être commun. Quand il y a une brisure là-dedans, il ne faut pas nommer le Rio Tinto porter le jugement que la région n'était pas capable de faire ça. Bon. Mais quand vous arrivez, moi j'ai vécu, je vais vous donner des exemples très précis, quand il n'y a pas de brisure. Moi, j'ai vécu le dossier du CNRC de A à Z. Hein? Quand on est arrivé, que le gouvernement d'Ottawa a dit « c'est correct, on va vous donner une CNRC à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean », l'ensemble du Québec s'est réveillé le lendemain matin en disant « c'est impossible que ça soit à Chicoutimi, ça. C'est impossible. Il faut que ça soit à Montréal, à Polytechnique. Il faut que ça soit... comment ça s'appelle, à Boucherville, André? À l'IMI, l'Institut des matériaux industriels. C'est impossible. Le gouvernement du Québec, là, M. Gagnon, a payé un expert à même ses fonds pour venir convaincre les représentants de la région d'abandonner leur projet au profit de Polytechnique. Là. Payé un expert par le gouvernement du Québec. Quand ils sont arrivés devant la concertation régionale, Angers, qui était le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, a dit « il n'y en est pas question ». Danjou, qui était le vice-président d'Alcan dans la région, il a dit « il n'y en est pas question ». La CRCD, il n'est pas question. L'expert, il est parti chez eux, puis le CNRC, on l'a eu, là. Mais imaginez qu'il y a une brisure, qu'il y en a un qui dit « oui, on pourrait peut-être envoyer ça à Montréal ». C'est terminé. Il n'y a pas de CNRC à Chicoutimi, là. C'est terminé. Mais dans la brisure, suite à la question de M. Gagnon, là, vous parliez du CRCD, le Conseil régional de développement, le CRD, la CRE qui n'existe plus. Est-ce que ça ne fait pas partie de la brisure? Ça fait partie intégralement de la brisure. Parce qu'il y a peu de place dans la région. Ça avait des défauts, ça. Hein? C'était lourd, c'était politique, c'était ici. Mais ça avait une maudite qualité. C'est que le monde pouvait se parler. Ça fait partie de la brisure. Et vous avez assisté à ça, là, juste dans les derniers mois, juste avec le dossier du cancer de l'œsophage à l'hôpital de Chicoutimi, où le monde peut s'exprimer puis dire « ça n'a pas de bon sens, il n'y a plus de place ». Hein? Moi, je vous suis là, depuis 2 ans. À ta retraite, tu as des privilèges. Hein? Tu as des privilèges en ce sens que tu as du temps de lire à peu près tout. C'est pour ça que tu deviens aguissable, d'ailleurs, soit dit en passant, parce que tu lis tout. Bon. Depuis 2 ans, là, tu lis ça, là, le nombre d'interventions qu'il y a eu de la part des maires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et particulièrement du Lac-Saint-Jean, disant on ne sait plus à qui parler, c'est incalculable. Oui, mais ces gens-là étaient d'accord avec la disparition de la crise. Ah, ils étaient d'accord, oui. Mais ils étaient d'accord, hein? Quand moi, là, j'assiste, là, quand je vous dis, là, pas moi qui invente ça, là, pas de vin, le maire de Saint-Félicien est sorti pour dire je ne sais pas à qui je parle. Boivin, le préfet, je ne sais plus à qui parler. Le maire de Dolbeau, même affaire. C'est significatif, là. C'est significatif, là. Dans la région? Hein? Il y a un premier ministre dans la région, quand même. Puis? Ben oui. Puis ça nous a donné quoi, là, au moment où on se parle? Est-ce que je peux me permettre une sous-question rapide? Là? Oui, M. Gagnon. On parlait des archives tantôt, là, justement. Il y a quelques semaines, moi,
Je suis allé aux archives pour voir le quotidien des années 70, là, où j'étais journaliste et tout ça. À l'époque où vous étiez journaliste. Voilà. Et au lendemain de la grève de 76, qui coïncidait avec une campagne électorale où le Parti québécois a pris le pouvoir et tout ça, c'était quelque chose de très important. Je vais tomber sur un texte, je me demande si c'est pas moi qui l'avais écrit, mais en tout cas, c'était David Culver qui faisait un discours disant... Bon, ben l'ALCAN prévoit de la décentralisation des activités, augmenter sa productivité, tout ça. Puis il disait ces chiffres-là explicitement. J'invente rien, mais en tout cas, à moins que le quotidien ait écrit des faussetés, ce qui m'étonnerait. M. Culver dit on est à 12 000 emplois, puis probablement qu'avec nos affaires, on va passer à 10 000. Et il valorisait beaucoup la première transformation en disant, bon, ben, la deuxième, troisième transformation, c'est intéressant, mais en tout cas, la base, c'est les emplois. 40 ans plus tard, on est rendu à 3 000. Hein? De 12 000 à 3 000, ça fait une moyenne des barques, ça. Est-ce que, et malgré les efforts que les gens du milieu ont fait, est-ce que le fait que l'ALCAN, d'une certaine façon, avec tout ce qui est advenu, n'a pas un peu, je sais pas, retiré aussi des efforts régionaux? À pas collaborer tant que ça, puis on récolte maintenant... c'est gros, là, OK? D'abord, Culver, soit dit en passant, là, j'espère qu'on va pouvoir le rendre public. On a une entrevue avec Culver qui parle de toute cette période-là, de 76. C'est fantastique ce qu'il livre dans cette entrevue-là. Hein. D'abord, il dit que quelqu'un a fait une erreur à l'époque en choisissant son porte-parole, etc. Il raconte tout après ça, parce qu'il arrive l'arrivée du gouvernement péquiste, comment il a fallu qu'il convainque ses administrateurs pour des investissements à la baie, etc. J'espère qu'une fois qu'on aura fait le traitement là, correctement avec le code d'éthique, on va pouvoir rendre disponible cette entrevue-là, parce que c'est un bijou d'entrevue. Ceci étant dit, mettons, moi, là, et moi, c'est le plaisir aussi de... Je vais être très direct avec vous. Hein? Il y a une différence entre Alcan et Rio Tinto, là. Il y a une moyenne différence, là. Moi, on a eu des relations avec Alcan, l'Université du Québec à Chicoutimi, de 1984 à 2005, extraordinaires, qui a donné des résultats extraordinaires, probants. Les chaires industrielles à l'Université du Québec à Chicoutimi, ça s'est fait en concertation avec Alcan. Pas d'Alcan, pas de chaire. La mise sur pied du CQRDA, ça s'est fait avec concertation avec Alcan. Pas d'Alcan, pas de CQRDA. Alcan a été un partenaire avec, comme tout partenaire, là, avec ses qualités, ses défauts. Mais à venir jusqu'à 2005... Alcan, moi, je peux contester Alcan dans certains choix, mais de dire qu'il n'était pas généreux de développement avec la région, c'est faux. À preuve, c'est que regardez juste le comportement d'Alcan de 1976 jusqu'en 2008. Ici, on avait un vice-président régional. On avait un type qui s'occupait des relations publiques puis qui avait voix au chapitre, qui se promenait dans toutes les entités régionales de CRCD, etc. On avait le président d'Alcan qui venait rencontrer la région au moins 1 à 2 fois par année pour voir comment ça marchait. Alcan contribuait à peu près à toutes les campagnes de fondation de l'université, fondation de l'hôpital. Rappelez-vous, juste à titre de symbole, là, c'était Chevalier qui avait pris la petite église de Sainte-Rose-du-Nord qui avait brûlé, etc. Alcan, il était correct, là. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on disait « merci, Alcan, merci », mais il était correct. Depuis ce temps-là, regardons ce qui arrive. Vous n'avez plus de vice-président régional. Hein? Assez que moi, je pense que le plus grand symbole d'Alcan, qui était la présence du manoir, là, qu'il n'y a plus rien au manoir. Là. La prochaine annonce, ça va être de nous dire qu'il ferme le manoir. Hein? Pourtant, c'est une affaire symbolique. Là. Ben, c'est devenu un centre de contrôle d'abord. Bon, s'il y a une affaire qui était symbolique, là, moi, petit bonhomme, aller devant le manoir, là, mon père, on faisait la tour de voiture classique là, le dimanche après-midi, puis des fois, il nous promenait devant le manoir. On avait les 2 yeux qui sortaient de la tête. Les jardins étaient fantastiques. Puis je me souviens que c'est là que j'ai découvert le plaisir de manger des sundaes au caramel en bas. C'était extraordinaire. Bon, c'était ça, Alcan. C'était le standing élevé, là. Bon, depuis ce temps-là, on n'a plus de vice-président. On n'a plus rien. Ils ont sorti la paye du manoir pour l'envoyer à Montréal
pour répondre aux exigences là, du fameux siège social, meubler leur siège social, etc. On n'a pas dit un mot, on ne dit jamais un mot. Hein? Les berges, là, ils nous ont envoyé 3 gars au début. Là. Il y avait 150 personnes. Ça a pris Scolion pour dire « Hey, avez-vous un mandat pour nous parler? » J'ai pas été élevé comme ça, moi, dans les années 80 avec Alcan. Là. Les premières audiences du pape, et vous avez sans doute couvert ça à l'époque, là, il s'occupait de ça. Il avait même fait un grand symposium à Tadoussac pour l'histoire des belugas, si Alcan pouvait déranger, etc. On a tout perdu ça. Fait que quand on annonce là, qu'on dit Alcan, moi je pense qu'Alcan était un bon partenaire. Je pense encore que la région, pour faire face à cette problématique-là, on a nécessairement et obligatoirement besoin de Rio Tinto, mais dans une collaboration bidirectionnelle, pas unidirectionnelle. C'est ce que je pense. Prochaine question, Mme Jessica Blackburn de Radio-Canada. Elle sera suivie de Louis Tremblay des Quotidiens. Un peu nous dire comment vous voyez l'avenir de l'aluminium, parce qu'on le sait, même les dirigeants, ils ont un discours peu optimiste pour ce qui est de l'avenir avec les marchés mondiaux. La compétition est féroce. Donc, vous la voyez comment, l'avenir de Rio Tinto dans la région? Parce qu'on a quand même effacé le nom Alcan. On fait beaucoup de changements, comme vous le disiez. Donc, vous la voyez comment, cet avenir-là? Bien, il y a différents... L'aluminium, là, comme métal, je la vois encore très, très prometteuse. L'aluminium, c'est un métal dont on connaît très peu encore tous les usages, les possibilités, etc. L'aluminium, là, par rapport... Faites juste une différence. L'acier, ça a quoi le fer? Ça a des centenaires et des centenaires et des centenaires. L'aluminium, on a fêté le premier centenaire, je pense, il y a 7-8 ans, de 2001. Donc, il y a une possibilité d'usage encore multiple. Au moment où on se parle, il y a une compétition et une concurrence sauvage, parce qu'il y a des pays qui font du dumping, il ne faut pas se le cacher, etc. Mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? Non. Le marché va finir par se stabiliser. On ne pourra pas faire ça éternellement, là, de la production à perte, ces pays-là. Question pour Mme Maltais. J'aimerais savoir, parce que là, vous parliez de l'étude que vous êtes en train de faire, un peu nous dire, c'est quoi les constatations que vous faites présentement, parce que vous avez vu un peu les méthodes de travail, ça a évolué depuis Alcan, puis quand ça a changé, donc un peu nous dire comment vous avez vu cette évolution-là par rapport au marché du travail, la gestion aussi, puis aussi tout ce qu'on a connu comme conflit de travail. OK. Bien, dans le fond, moi, mes recherches portent essentiellement sur ce qu'on a étudié jusqu'à présent, donc les relations de travail patronales, syndicales. Dans le fond, il y a 2 grands concepts qui ressortent de notre étude. Donc, comme je le disais, des années 1937, où on a eu le premier syndicat, la première convention collective, jusqu'en 2007 pour Alcan. Donc, c'est vraiment le concept de la concertation et de l'affrontement. C'est les 2 grandes lignes directrices qui ressortent de notre étude jusqu'à présent. Donc, on considère qu'il y a des moments où les 2 parties, donc à savoir la partie patronale, la partie syndicale, se sont concertés, donc ont eu des actions de concertation dans le pratique de gestion. Par exemple, on pourrait parler de la stabilité opérationnelle, on pourrait parler de la signature des conventions collectives, on pourrait parler des échanges, des discussions entre les 2 parties, donc des ententes qu'il y a eu. Pour le concept de l'affrontement, bien évidemment, l'affrontement est représenté davantage par les grèves, donc les conflits de travail essentiellement. Donc, on considère que ça prend de l'affrontement pour pouvoir avoir de la concertation. C'est sûr qu'on est actuellement encore dans nos recherches, donc c'est vraiment les informations que je livre aujourd'hui témoignent de qu'est-ce que les dirigeants patronaux, les dirigeants syndicaux nous ont dit dans les entrevues. Mais essentiellement, jusqu'à présent, on en est encore à faire l'étude, mais on considère qu'on a deux grandes stratégies ou 2 grandes pratiques qui ressortent de nos études. Donc, on tente évidemment d'avoir plus d'informations encore pour pouvoir focusser, pour pouvoir déterminer quels événements, quelles pratiques vont être associées à chacune des 2 grandes thématiques ou des 2 grandes catégories qui est ressortie jusqu'à présent de nos études. Est-ce que vous la voyez déjà, la différence entre Alcan et Rio Tinto? OK, nous, on n'étudie pas Rio Tinto. Okay. Dans le fond, jusqu'à présent, on étudie, on se concentre sur Alcan. Les gens qu'on a interviewés nous parlent, évidemment, jusqu'en 2007, là, par rapport à Alcan. Rio Tinto, ça serait peut-être dans une seconde phase. Là. Prochaine question, M. Louis Tremblay du Quotidien sera suivi de M. Laval-Gagnon. M. Gendron, peut-être que... Je ne sais pas c'est quoi le décalage qui existe, si le fait que vous étiez à l'université, ça vous empêchait de voir la réalité, mais... mais les audiences publiques sur les berges du lac Saint-Jean,
ça a été une démonstration de force de la compagnie Alcan pour dire au monde, on est propriétaire de ce plan d'eau-là, vous n'y toucherez pas. En 82, tu parles? Oui, à tel point qu'il n'y a aucune recommandation importante du BAP, surtout sur le niveau, qui a été appliquée parce que ça s'est réglé comme d'habitude par des rencontres entre les représentants d'Alcan et du gouvernement du Québec. Le bail de la Péribonca qui a scellé la fin des emplois de l'Alcan en région, il a été annoncé en catimini au sous-sol du manoir du Saguenay, à la cachette. Les seuls qui le savaient, c'était la FSSA parce qu'il avait négocié en contrepartie la syndicalisation de la terrière. Ça, c'était des bonnes méthodes industrielles que de ne pas dire au monde la vérité. Moi, ce que je te dis, puis ça, je te le répète, là, ce que je te dis, c'est qu'en 82, au moins, ce monde-là se parlait. Peut-être que le résultat, comme tu le décris, mais je peux te dire que ça se parlait. Il y avait des communications, il y a eu au moins des échanges. Puis je peux te dire qu'en 84, au sommet, il y a eu des discussions, des échanges entre la société Alcan et la communauté, appelons ça, régionale. Et j'ai pas l'impression que j'étais déconnecté, parce que j'étais là. Prochaine question, M. Laval-Gagnon. M. Gendron, vous avez fait la majeure partie de votre carrière professionnelle à l'université. Vous avez été secrétaire général, recteur par intérim, même à un moment donné, puis impliqué dans beaucoup de choses, dont la fondation de CQRDA et tout ça. Sans faire de procès, là, on regarde néanmoins que l'université traverse des moments difficiles à travers la nomination d'un nouveau recteur, évidemment. Mais on constate, ou en tout cas, on a le sentiment de constater qu'il y a comme, pour employer une expression à la mode, systémique, un malaise systémique à l'université actuellement. Ça touche tout le monde, en tout cas, certainement. Comment vous analysez ce parcours-là sans partir dans la chasse aux sorcières, mais comme quelqu'un qui a une vision historique et qui est capable de faire de la prospective aussi? Ouais. C'est pas très édifiant, là, ce qui se passe à l'Université du Québec à Chicoutimi, au moment où on se parle, là. Tu sais, moi, j'ai été à l'étranger pendant 2 mois, là, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les communications, tu pèses sur un bouton de ta tablette, puis tu as les journaux de la région instantanément, là. Puis quand tu regardes ça, dans les éditions, c'est pas très, très édifiant, puis c'est très pénible à lire. Deuxièmement, je vais vous dire que comme gars qui a passé la majeure partie, la totalité de sa carrière à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis on se rend compte, je suis pas le seul à penser comme ça, là, on se rend compte de temps en temps, les anciens cadres, on n'est pas très heureux de voir ça, là. Puis on n'est pas très heureux aussi de voir que le patrimoine de l'université est en train de s'effriter, là. Je vais vous donner à titre d'exemple la forêt boréale, le consortium est disparu, là. On va vous répondre, oui, mais il y a une chaire industrielle. La chaire industrielle, c'était une activité à l'intérieur d'une plus grande totalité qui était le consortium. Puis le consortium, c'était une des équipes de recherche les plus performantes au Québec. Ça n'existe plus, là. Bon. L'aluminium, on est en train de perdre le leadership, là. Puis là, moi, ce qui m'inquiète, là, quand je dis qu'on est en train de voir s'effriter le patrimoine scientifique de l'université ou tout ça, ce qui m'inquiète un matin, là, il va venir quoi du Givre et Verglas? Là? On a le professeur Farzanet, qui est peut-être une des plus grandes sommités au monde. Bon, c'est le professeur Farzanet a annoncé qu'il était à la veille de prendre sa retraite. Il se passe quoi demain matin là, avec ce dossier-là? On laisse partir ça? On fait quoi, là? Alors, l'Université du Québec à Chicoutimi, moi, je pense que dans les 40 premières années, on a assuré un développement spectaculaire, vraiment spectaculaire pour une jeune université. On a occupé des champs d'excellence, puis on l'a bien occupé. Pensons, je vous parlais de l'aluminium, je vous parlais de la forêt. Ajoutez à ça le champ de Gérard Bouchard, le champ de Farzanet, Michel Perron qui est arrivé avec ses études sur l'abandon scolaire, etc. Donc, pour moi, l'Université du Québec à Chicoutimi, ça a été un succès grandiose. D'autant plus que si on regarde depuis le début, il y a quoi? Il y a peut-être 50 000 diplômés que l'université a fait. Là, c'est pas anodin, ça, là. C'est fantastique, là. Il y a une série de personnes dans la région qui n'auraient jamais eu accès à des études universitaires sans la présence de l'université. Alors, quand on voit ça, on se dit...
de grâce, apportons les correctifs au plus... je partais pour dire au plus sacré. Là, on n'a pas le droit de laisser partir ça. Là. Hein? Quand on œuvre pour... Moi, je vais vous dire, ma philosophie de vie est très simple. Hein? Mes parents ont travaillé très fort pour m'assurer une vie meilleure que la leur. Bon, et je pense que là-dessus, nos parents, c'est la même chose pour vous. Je pense que, règle générale, nos parents ont assez bien réussi ce défi-là qui s'était placé. Ben, moi, j'ai le même défi pour mes enfants puis mes petits-enfants. Là. On n'a pas le droit de se laisser aller comme ça. Il faut s'assurer que nos enfants vont avoir un avenir. Bon, puis ça passe par notamment une université performante. Pas le droit de laisser aller ça. Là. Mais M. Gendron, on est dans un processus de nomination du recteur. Oui. Bon, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Selon vous, quel devrait être le portrait, le profil du prochain recteur ou de la rectrice pour diriger l'UQAC? Bien, ça prend quelqu'un qui est capable de regrouper les forces du milieu alentour de la même table. Regardez, l'université a vécu une crise terrible fin des années 80, là, quand on est obligé de rapatrier M. Arguin pour venir assurer l'intérim. Puis par la suite, il y a eu Bernard Ranger. Hein? 2 ans après, il y a eu Bernard Ranger. Tout le monde a un excellent souvenir de M. Ranger. Tout le monde a un excellent souvenir de Gérard Arguin, les 2 ans qu'il est venu en intérim. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces messieurs-là? Hein? Ils ont proposé des projets à la communauté. Tu sais, M. Ranger a réussi une affaire incroyable. Là. Lui, il est arrivé à la communauté puis il a dit il faut assurer la pérennité de l'université. Bon, il y a deux dossiers qui vont assurer la pérennité de l'université. Le dossier des installations physiques puis le dossier du financement. Installation physique, regardez le développement physique du campus sous le rectorat. Puis il a tout regroupé à la communauté. Tout le monde disait ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais son exploit encore le plus grand, c'est quand il a dit qu'il faut assurer la pérennité, on part d'une campagne de financement. Il a ramassé 8 millions cash money avec une participation des employés qui prenaient des ponctions sur leur salaire pour contribuer, les étudiants, etc. Ce qu'il a réussi à faire, il a réussi à proposer des projets où la communauté universitaire a embarqué en arrière de lui. Même chose, Gérard Arguin, il est arrivé dans une crise terrible. Tout le monde disait hey, « il faut que vous fassiez une ménage, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça ». Il disait « oui, je vais faire un plan, là. Vous me direz tout ça dans le plan, là, puis je vais faire un comité, venez tous me dire ça ». Il avait bon. Le monde, pour une fois, se disait « bon, on est écouté, on est ici, on est ça ». Alors, quand vous me parlez du profil, bien sûr que pour exercer la fonction de recteur, ça prend... Pour rentrer dans le club, si on me permet l'expression, ça prend un certain profil de formation académique, d'expérience universitaire, etc. Mais la plus grosse qualité que tu as besoin, c'est quelqu'un qui est capable d'emmener son monde alentour de la table et dire quel projet qu'on fait, puis on pilote le projet. Puis une fois que le monde accepte le projet, faites-en pas, là. Ils sont assez intelligents, etc. Ils vont le bonifier 10 fois. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Nous autres, on a parti le CQRDA, tout le monde... Le gouvernement du Québec avait essayé de créer un IRDA échec total. Ils ont dit, vous allez faire un échec total avec votre CQRDA. Ah, c'est Arguin puis moi qui a parti ça. 2 gars qui connaissaient absolument rien dans l'aluminium. Là. Mais sauf qu'on a regroupé le monde alentour de la table en disant, bon, toi, t'as cette idée-là, toi, t'as ci, t'as ça, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. Bon, de fil en aiguille, on a réussi un projet, on a réussi un autre, on a réussi un autre, on a réussi un autre. Alors, le monde vient qui y croit. Tu sais, quand tu arrives, vous autres, vous êtes dans la presse. Hein, on a parti le premier magazine scientifique populaire qui s'appelle AL13. Tout le monde nous disait, vous allez vous casser la gueule, ça n'a aucun bon sens, etc. Bon, à un moment donné, moi, j'ai vu des choses à faire des articles, à faire des numéros, etc. J'ai vu des PME qui venaient... On a même parti des lancements de magazines. Personne n'avait vraiment assisté à ça, un lancement de magazine. Les entrepreneurs venaient, puis quand leur entreprise était dans le magazine, ils venaient en acheter 40, 50 pour envoyer à leurs clients. Puis c'est devenu que le monde disait « Est-ce que je peux passer à AL13, le prochain numéro, M. Aaron? » C'est devenu la plus belle carte de visite qui n'existait pas. Est-ce que moi, je connaissais ça? Je peux vous dire que quand tu fais le premier numéro, là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, tu pries le bon Dieu que ça soit bon. Prochaine question, à titre d'invité, M. André Poulain.
sera suivi de M. Jean Laflamme. Monsieur Gendron, vous qui avez été un acteur important dans la région, qu'on parle des fêtes du 150e de Chicoutimi, l'Université du Québec, la Fondation, le CQRDA, etc., etc. Vous l'avez dit à prime abord que vous êtes à retraite. Maintenant, quels sont vos conseils que vous donnez aux jeunes qui veulent justement renverser la vapeur du 35 ans du sommet économique là, quasiment passé de 84 pour justement redonner l'essor à la région qu'elle a besoin, que ce soit au niveau concertation, université, retombée en termes de Rio Tinto, etc., etc. Quels sont vos grands axes pour terminer la conférence sur une note plus positive et qui nous amène vers l'avenir? Ce serait prétentieux de ma part d'arriver et de dire voici la formule du succès. Hein? Selon votre expérience et vos connaissances. Ouais, mais sauf que ça marche pas comme le Nestlé Quick, ça, que tu mets 2 cuillères à thé puis tu as du lait au chocolat. Là, ce que je dirais aux jeunes, par contre, là, ce que je dirais, allez-y, foncez, puis croyez à vos affaires, allez-y à fond de train. Puis ce que je dirais surtout à ma génération, à la mienne, je dirais, pour une fois qu'on a des jeunes qui veulent y aller, etc., notre job, c'est de les appuyer puis de les aider, là. Pas toujours de jouer au paternalisme, etc., de dire on va les appuyer puis on va les aider. Vous savez, moi, j'ai commencé, et je disais ça, moi, à 24 ans, j'étais cadre supérieur d'une université. Imaginez-vous, là, à 24 ans, là. Quand j'allais dans une réunion des universités au Canada, je passais pour un monument. Le monde me regardait et disait c'est pas possible qu'il soit cadre supérieur, etc. J'ai toujours dit, puis je dirais la même chose aux jeunes, la jeunesse, c'est le seul défaut que tu es sûr qu'il va se corriger avec le temps. Puis je dirais la même chose aux jeunes, allez-y. N'ayez pas peur de faire, parce que les jeunes, ils ont une grande qualité, ils ont de l'énergie. Hein? Eux autres prennent 10 heures, 12 heures, 14 heures, ça ne les dérange pas. Quand tu arrives à 70, ça te dérange un peu plus. 12 heures, 14 heures, il faut que tu ailles te coucher. Ils ont de l'énergie, ils compensent, etc. Je dirais, allez-y, à fond de train. À fond de train. Mais pour répondre correctement à votre question, c'est surtout à nous autres que je dirais, aidons-les. Appuyons-les. Prochaine question, M. Jean Laflamme. Tu es à la retraite depuis plusieurs années, mais tu travailles continuellement encore. Tu es occupé 18 heures par jour. Actuellement, ce que je trouve, j'ai actuellement mon âge, actuellement qui est assez âgé, que je continue d'œuvrer dans certains dossiers actuellement, et je trouve difficile de recruter les baby-boomers qui sont à la retraite actuellement. Ils sont à l'érablière, ils sont ci, ils sont ça. Je leur demande d'embarquer pour travailler, pour développer cette région-là. J'y crois encore, puis il y a des possibilités encore, puis des gars qui sont expérimentés. Malheureusement, ils ne sont pas présents. Tu as raison. C'est la génération la plus gâtée au Québec. Ils ont tout eu cuit dans le bec. Tu as raison, Jean. Moi, depuis... ça fait 40 ans là, que j'œuvre là-dedans, là, 40, 45 ans. Là. Les gens de mon âge, je suis tout seul. Bon, mais les bébés boomers, regarde ça, là. Les bébés boomers, je peux t'en parler, je suis de cette génération-là. On sortait de l'université, on avait 3 offres d'emploi. On rentrait à l'université, on disait, t'es pas assez formé, on va t'envoyer te perfectionner, là, 80 % de ton salaire, puis on va te payer. Les bébés boomers, ça a tout eu. Ça fait que de demander à des gens qui ont été gâtés, pourris en vie, de redevenir un peu, de redonner à la société, c'est un choc culturel important. Un choc culturel important. Alors, regarde, tu as fait avec moi le 150e de Chicoutimi. Il y avait les gens de ta génération, puis les plus jeunes. Les gens de ma génération, j'étais tout seul. Monsieur Gendron, on est à la veille d'une période électorale au niveau municipal. Oui. Est-ce que le développement de l'industrie de la transformation de l'aluminium devrait être un enjeu pendant ce débat-là à venir? Est-ce que vous croyez que ça va être un sujet qui va être abordé par les candidats? Bien, j'espère. Parce que, je vais vous dire très honnêtement puis très franchement ce que je pense. Là. Au Québec, à l'heure actuelle, les deux personnes les plus influentes, c'est Denis Coderre et Régis Labaume. Qu'on les aime pas, là. Tous les politiciens, que ce soit du côté fédéral, provincial, regardent M. Coderre, puis regardent M. Labaume, puis disent « Es-tu content, Régis? Hein? Es-tu content, Denis? Il y a une place. C'est tellement vrai ce que je vous dis, là.
qu'on a payé un aréna à Régis Labaume, 586 millions. On la paye toute, là. Bon, c'est tellement vrai en plus, là, c'est des affaires que tu ne peux pas penser que ça arrive, là. Le lendemain de la dernière élection fédérale, c'est Denis Coderre, en conférence de presse, qui disait « Je suis très content, on vient de régler à tout jamais le dossier du péage du pont Champlain. » Même pas le gouvernement fédéral, c'est lui qui le disait. Personne ne leur prie, etc. Ils ont assez peur que ces deux personnes-là soient de mauvaise humeur, là. Hein? Mon Coderre dit « J'ai besoin d'un statut spécial pour Montréal. » Oui, Denis, on va te modifier la loi. Oui, Brévis, on va te modifier. Il y a une place qui est non occupée, qui est la 3e. Pour les autres villes, qui va prendre le leadership? On a une chance en or, hein, de dire, là, il y a une élection au mois de novembre, puis de dire, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va prendre le leadership, là, nous autres. Bon, puis venons maintenant à votre question. Imaginez-vous que le maire de Saguenay, le prochain maire de Saguenay, là, dit... Nous autres, l'aluminium, là, ça nous concerne au Saguenay. Là. Mes concitoyens, mes citoyens, ils vivent de l'aluminium, ils travaillent, ils payent des taxes, etc. Là. Dorénavant, quand vous allez aller rencontrer les producteurs d'aluminium, on veut être représentés. Imaginez juste ça, là. Hein? Vous allez me dire, le gouvernement va dire non, faites-en pas, ça va assez fatiguer, là. Mettez un type qui a un peu des nerfs, qui dit on va être là, là. Vous allez voir la game changer. Parce que les prochaines années vont être importantes avec l'avenir des précuites. C'est sûr. Puis les échéances se rapprochent. La prochaine aussi, avec l'aluminium et avec tous les autres secteurs. Tu sais, la santé, là. Regardez, là, la santé, la révolution qui a été faite, là. Tout le monde dépend du ministre. Hein? La directrice du CHUS, elle dépend du ministre. Le conseil d'administration dépend du ministre. La CIE dépend du ministre. La SAE dépend du ministre. Fait que quand le ministre décide d'arriver et de dire le cancer de l'œsophage dorénavant, ça va être à Québec. La directrice a beau l'appeler, là, puis dire ça passera pas chez nous. Il va y rappeler simplement qui est le boss. Il va dire tu me l'as dit, là, tu me l'as dit. Bon, mettez une autre affaire dans le milieu, là. Hein? Vous allez voir la donne changer, là. Les politiciens, là, moi j'ai appris ça très jeune. Le premier devoir d'un politicien, c'est toujours de se faire réélire. N'oubliez jamais ça. Monsieur Gagnon. Depuis 20 ans. Monsieur Gagnon, je m'excuse. Prochaine question, Louis Tremblay. Je m'excuse, Louis. Non, tu tombes dans l'évaluation de la performance. Je te dis ce que moi je pense. OK, prochaine question, Louis Tremblay et sans doute le Laval. Madame Maltais. Oui. C'est quand on va pouvoir prendre connaissance quand vous pensez avoir terminé là, de regrouper les témoignages, puis de... Je sais que vous avez produit... je ne sais pas si Saguenay-NCA a été publié, là, parce que ça s'en vient dans Saguenay-NCA. Oui, quand est-ce que ça va être pas mal fini, là, tout ce volet-là, tout le volet relations de travail? OK. Pour Saguenay-NCA, oui, ça s'en vient. On va faire une publication en lien avec nos... Bien, c'est Saguenay-NCA. Ça va être à partir des données qu'on a... Oui, mais ouais. Ça va être à partir des données qu'on a cueillies. Pour le doctorat, c'est une excellente question. Je vous dirais encore quelques années, là, peut-être 3, 4, 5 ans là, environ, là, qu'on va pouvoir avoir ça va être la première thèse de doctorat qui va être publiée dans ce projet de recherche, puis ça va être sur les relations de travail. Pour répondre à ta question spécifique, ces entrevues, là, on est en train, tu me corrigeras, là, mais vous êtes en train d'envoyer le rough copy là, de l'entrevue manuscrite aux types qui ont donné l'entrevue pour savoir s'ils ont des corrections, pour vraiment qu'ils nous confirment que c'est ce qu'ils ont dit. Là. Puis après ça, obtenir les autorisations pour faire publication. Avez-vous trouvé des trésors là-dedans? En tout cas, vous avez lu les entrevues, Mme Maltais. Avez-vous vu des choses qui étaient étonnantes? Oui, Colver, c'est vous qui l'avez fait, Colver. Vous pouvez en parler si vous voulez. Là. Colver, Louis, c'est incroyable. Oui, c'est un trésor. Puis il est décédé peu de temps après. Ouais. C'est lui qui a dit à Lévis Desgagnés qu'il fallait que ça arrête. Oui. Puis c'est lui qui a fait venir... Qui a bâti la terrière malgré que le conseil d'administration ne voulait pas. Voulait pas. Mais il a dit au conseil d'administration, je vais aller rencontrer René Lévesque, puis je vais conclure directement avec lui. Puis si je conclue, embarquez-vous. Ils ont dit, si t'es capable de faire ça avec René Lévesque, oui, il est allé. Il raconte ça dans son entrevue, là. Hein? Oui. Ça, c'est le projet de l'abbé
qui a donné naissance à tout le reste des projets là, de travail. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Il raconte ça dans son entrevue. Il raconte tout le virage au Québec. Il nous raconte dans son entrevue que Powell... Il faut se rappeler que Alcan, c'était Alcoa, hein? Puis que Alcan est devenu Alcan à cause de l'application de la loi antitrust. Que Powell a été le gars qui a dit ben non, on fait affaire avec le Québec, il faudrait faire un virage pour continuer les affaires avec le Québec. Alors, Powell a décidé, par exemple, toutes les affaires bancaires d'Alcan, il les a sorties de Toronto pour les amener à Montréal, pour dire je travaille avec le Québec. Le premier, en plus, là, qui a eu une sensibilité terrible sur le fait français, c'est Powell. Il nous raconte ça. Il dit c'était un type qui disait ben là, il faudrait bien être capable de parler avec notre monde, là. Donc, on va faire un virage. Alors, pour répondre à ta question, Louis, c'est un bijou. Il y en a d'autres que c'est des anecdotes, mais drôles. Par exemple, comment s'appelle le relationniste là, qui a reçu la reine? Parce que quand la reine Élisabeth est venue en 58, puis il nous raconte que c'est lui qui s'occupait de la reine puis du prince Philippe, puis qu'il avait réservé une chambre au manoir, puis que la reine fumait, il avait apporté des cigarettes puis en cachette, pour qu'elle fume en cachette. Puis il raconte aussi que le prince Philippe prenait un petit gin, puis qu'il avait acheté un 40 onces de gin pour le prince Philippe. Puis il dit... Je me suis servi du même 40 onces pendant 20 ans. J'ai vu le gin du prince. c'est plus anecdotique, mais c'est drôle. M. Gagnon, il reste 2 minutes. Peut-être de poser votre question. Est-ce que Promotion Saguenay était un bon partenaire avec l'université à l'époque où vous étiez là, puis avec le CQRDA en particulier? Non, moi, à l'époque où j'étais là, Promotion Saguenay n'a pas eu de choses particulières. Là. On n'a pas eu non plus de choses d'affrontement ou autre. Là. Il y a Louis Dussault qui, lui, a travaillé très bien avec Promotion Saguenay. Puis par la suite, quand moi je suis allé au CQRDA, il y a eu un dossier qui est celui du pavillon sportif où ça a bien été avec les autorités de la ville. Nous autres, le CQRDA, on a eu de bonnes relations avec Promotion Saguenay, mais sans plus. Là, je te dirais pas que c'était... Oui, mais une bonne relation, mais sans plus. Là. Alors, c'est sur cette dernière question posée par M. Gagnon que l'on va clore ce sac de presse. Alors, Mme Maltais, très intéressant vos propos, donc on vous remercie pour cette présence, ainsi que M. Gendron pour ses propos plutôt tranchants. Donc, merci et à la prochaine.